Ça m'a permis d'organiser une bonne quinzaine de mariages avec toujours ma tutrice au-dessus de moi. C'était plutôt chouette dans ce sens-là, puisque j'étais pas lâchée un petit peu dans l'inconnu ou dans un premier mariage toute seule comme ça. J'y suis allée à fond et puis ça a plutôt bien démarré, puisque j'ai eu pas mal de mariages sur la saison à venir. Par contre, j'ai exposé au salon du mariage à Clermont-Ferrand il y a un mois et ça m'a permis de faire pas mal de rencontres qui ont débouché sur des contrats derrière. Hello et bienvenue sur Carnet de Noces, le podcast dans lequel des wedding planners à succès nous racontent leur histoire. Je suis Benjamin Turc, fondateur de Planners, la plateforme dédiée aux organisateurs de mariages français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura de l'agence L'eau et la vie en rose. Elle s'est lancée assez récemment en 2019, pas la meilleure période pour lancer une entreprise dans l'événementiel, mais comme tu vas l'entendre, elle a réussi dès la première année à se dégager un salaire, à vivre de son activité, tout simplement parce qu'elle n'organise pas seulement des mariages, mais elle s'est également positionnée sur des prestations annexes comme l'organisation de baptêmes, d'anniversaires, de VJF, mais également de séminaires, le genre d'événements qui ont le vent en poupe depuis l'avènement du télétravail. Elle va nous raconter tout ça, comment elle se développe, comment elle s'est développée. Donc si jamais tu veux lancer ton activité en tant que wedding planner, ou même si tu es déjà en activité, je pense que c'est une discussion qui va t'apporter beaucoup de valeur. Sans transition, je te laisse écouter ma discussion avec Laura. Bonjour Laura, je suis ravi de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Je suis ravi de t'avoir, on va parler de mariage encore une fois bien entendu, de ton agence L'eau et la vie en rose. Tu vas nous expliquer tout ça. D'abord, je vais te demander de te présenter si tu veux bien, nous dire qui est Laura et comment tu t'es lancée dans le métier de wedding planner. Ça marche. Enchantée Benjamin, moi c'est Laura, du coup j'ai 26 ans, bientôt 27, et puis je me suis lancée à mon compte en tant que wedding planner en 2019, après avoir suivi un bachelor en événementiel et d'abord fait des études en langue, en fac d'anglais. D'accord, donc toi, tu t'es lancé, et on en parlait un petit peu avant d'enregistrer, tu t'es lancé directement dans les études, enfin à la fin de tes études, même si je crois que tu m'as dit que tu avais une petite expérience en tant que prof d'anglais. Est-ce que c'était dans la continuité ou est-ce que tu as d'abord eu ta licence, tu as bossé un petit peu et après tu t'es relancé dans les études vers ton bachelor de wedding planner? Ah non, c'était dans la continuité, c'est-à-dire que j'ai fait une licence en anglais pour devenir prof. Et puis derrière, j'ai bossé en tant que surveillante dans un collège. Et puis après, j'ai commencé à bosser un petit peu plus directement avec les élèves. Et là, je me suis dit que la conjoncture actuelle et les nouvelles modes d'éducation, des choses comme ça, ne me paraissaient pas viables pour la vie, pour moi en tout cas. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose qui était plus en rapport avec les valeurs et les choses que je voulais avoir dans ma vie. Du coup, j'ai tout de suite, au lieu d'enchaîner sur un master en enseignement, j'ai enchaîné sur un bachelor en événementiel, en wedding management. Voilà. D'accord, donc il y avait des formations à Bac+5, c'est vrai que c'est le genre de formation qu'on ne connaît pas forcément, on connaît les organismes de formation qui te forment à être wedding planner. Et donc là, c'est une formation sur 2 ans, c'est ça? À niveau Oui, Bac+3? j'avais déjà une licence, ça m'a permis de gagner un an sur le bachelor. Et donc tu as fait ça en un an. Oui. Ok. Tu m'as dit que tu avais fait des stages aussi, c'est ça? Tu as pu faire plusieurs stages Oui, c'est ça. J'étais organisés. avec une tutrice et ça m'a permis d'organiser une bonne quinzaine de mariages avec toujours ma tutrice au-dessus de moi. C'était plutôt chouette dans ce sens-là, puisque j'étais pas lâchée un petit peu dans l'inconnu ou dans un premier mariage toute seule comme ça. J'étais toujours suivie et il y avait toujours une institution au-dessus de moi qui pouvait me dire bah, là-dessus, là tu peux y aller, là-dessus on va peut-être faire différemment. Et ce qui m'a permis lors de mes premiers mariages à mon compte, de ne pas me sentir stressée ou de me dire oh là là, c'est le premier, il faut faire attention. Là, j'avais l'impression que c'était la continuité de tout ce que j'avais appris en théorie et surtout en pratique. Est-ce que 15 mariages sur une année d'études, moi, ça me paraît beaucoup. Surtout que quand on entend les retours de personnes qui se sont formées dans des instituts privés ou autres, qui forment vraiment uniquement au métier de wedding planner sur un an aussi, tu te rends compte que généralement, ils organisent peut-être 1 ou 2 mariages sur la fin de leurs études, mais toi, 15, ça me paraît beaucoup en fait. Ça fait plus d'un par mois en fait. Oui, mais après, moi, j'étais pas sur place à chaque fois. Il y avait des fois où j'organisais au préalable et il y en a d'autres que c'était de la coordination du jour J, où Oui. j'étais vraiment avec ma tutrice.
Il y en avait sur les 18 que j'ai pu organiser à l'issue de cette formation. J'ai fait 5 en jour J et le reste, c'était de l'organisation de A, disons, à G, parce que du coup, c'était pas de A à Z, puisque j'étais pas là le jour J, c'était ma tutrice qui était vraiment la wedding planner et voilà. Et c'est une formation que tu as fait où? À Biarritz, enfin à Biarritz, moi je l'ai faite en distanciel, mais c'était Event et Média Éducation. Et du coup, Event les et mariages Media Education. sur la côte basque. Ok. Et toi, ta tutrice, elle était wedding planner, alors j'imagine. Elle était, elle a eu été wedding planner, mais là, elle était vraiment, elle est formatrice de l'école Event et Média Éducation à Biarritz. Et du coup, elle a arrêté le wedding planning et elle est vraiment passée en tant que formatrice dans plusieurs écoles. Et là, je ne sais pas si elle est toujours sur Biarritz, mais elle avait pour projet de partir sur Londres. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'a, quel a été le déclic pour toi pour te lancer dans le domaine de l'événementiel après ta formation en anglais? J'ai toujours été à fond dans les événements, dans ma vie perso, au sein de ma famille, tout ça. J'avais toujours des tâches un petit peu liées à l'organisation, à la gestion. Enfin, ça devenait naturel chez tout le monde de me dire est-ce que tu peux gérer ça? Est-ce que ça te dit d'organiser ça? Et je me suis dit, bon, si on me le demande, c'est peut-être que je dois quand même avoir quelques atouts ou quelques facilités. Et au final, après, je me suis dit que tout ce, euh, tout ce panel, toutes ces choses qui sont vraiment diverses et variées, me plaisaient vraiment. Et du coup, je me suis dit que je souhaitais me former là-dedans. Et en parallèle de cette formation, j'ai organisé mon propre mariage qui a été vraiment un vrai, exemple, un vrai comment dire, examen, je dirais, parce que là, j'étais toute seule, il n'y avait plus ma formatrice et du coup, ben, je me suis sentie complètement à l'aise et c'était vraiment le mariage que je souhaitais réaliser. Il n'y a pas eu de hic, donc je me suis dit, si je pouvais le faire pour moi, je peux le faire pour les autres. Comment ça se passe quand on lance son entreprise en 2019? Là, j'ai vu que c'est l'année où tu t'es lancé. Ouais, Je ne sais pas si c'était avant ou après le premier confinement qui a dû avoir lieu, je crois, au mois de mars. c'était Euh, C'était juste avant, d'accord. Donc toi, tu te lances parce juste avant le Covid en 2019. Comment ça se passe quand on vient de lancer son entreprise et qu'il faut commencer à démarcher, etc., dans un environnement qui commence à être compliqué? Alors là, j'avoue que je me suis dit que j'allais certainement retourner sur les bancs de l'école, mais en tant que professeur ou autre, parce que du coup, là, je me suis dit que la conjoncture actuelle faisait que c'était très compliqué au niveau com, enfin, pour se faire connaître, etc., d'être dans un lieu, on est bloqué chez soi, c'était particulièrement compliqué. Donc, j'avais pour projet de retourner un petit peu dans l'éducation nationale. Et puis, au final, j'ai pris le temps de réflexion et j'ai profité de ce temps-là pour m'occuper de ma famille. Donc, ma fille était toute petite et puis après, je suis tombée enceinte au moment du confinement. Donc, ça m'a permis d'enchaîner mes bébés, de créer ma vie de famille comme je la voulais. Et après, je me suis dit que c'était comme ça, que ça devait se faire comme ça. J'ai profité de mes bébés qui étaient tout petits, qui avaient besoin de moi. Maintenant, ils ont un petit peu grandi. Ça m'a permis depuis, euh, depuis là que les choses se sont un petit peu levées en termes de mesures, en termes de contraintes sanitaires, etc. Là, j'ai pu repartir vraiment sur les chapeaux de roue. J'y suis allée à fond et puis ça a plutôt bien démarré puisque j'ai pas mal de mariages sur la saison à venir. Pour voir que je sors d'un confinement, je pense que j'ai eu de la chance et que j'ai pas été trop touchée à l'inverse des traiteurs, des restaurateurs, enfin des types de prestataires qui, eux, étaient vraiment bloqués à ne pas pouvoir. Voilà, parce que moi, les mariages que j'avais prévus, on a pu les reporter, on a pu travailler en visio, on a pu travailler en appel téléphonique de chez moi, tandis que les autres, ben, photographes, tout ça, ils pouvaient pas tellement avancer, quoi. Donc en fait, tu veux dire que c'est presque bien que tu aies lancé ta boîte juste avant, ça t'a permis en fait d'avoir une sorte de faux départ où tu n'avais pas non plus un pied trop grand dans ta boîte, en fait, tu n'avais pas trop avancé, tu n'avais pas encore trop de clients, ce qui fait que tu as pu un peu décaler le moment où tu t'es lancé vraiment par rapport au lancement de ta société, quoi, quelque part. Enfin, tu as vraiment démarré ton activité, si je comprends bien, depuis la fin des mesures, là, ces derniers mois, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Je dirais pas que c'était bien parce que du coup, ça a été un petit peu dur. Mais après, voilà, je suis vraiment partisane du fait que ben, si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Je ne pouvais pas pallier à ça. Je ne pouvais pas pallier à cette pandémie mondiale. Donc, il fallait enfin, il fallait faire avec. Et j'ai fait avec en profitant un petit peu de mes enfants et en me disant que maintenant, j'avais plus de pause à faire parce que j'ai eu mes bébés. Et que là, maintenant, je suis vraiment à fond dans ma société, puisque là, je peux pas me dire, bon, bah, je vais me remettre en arrêt un petit moment parce que je vais faire un bébé, puis m'en occuper, quoi. Comment est-ce que ça se passe alors pour trouver tes premiers clients? Comment tu t'y es pris? Alors, les premiers, vraiment, ça a été du bouche à oreille. Ça a été des connaissances, des amis, des gens qui ont dit à des gens qui ont pu me connaître, dire, ben ouais, moi je connais quelqu'un qui fait ça, qui s'est lancé là-dedans. Et du coup, ça a commencé vraiment par le bouche à oreille pour moi, en tout cas. Et tu en as trouvé combien à peu près de clients grâce au bouche à oreille? Grâce au bouche à oreille, je pense que je suis à 4 ou 5 clients, enfin 4 ou 5 mariages du coup. Et j'ai eu beaucoup de demandes par mon site, mais énormément pour les séminaires et les enterrements de vie de jeunes filles et de jeunes garçons. D'accord, bah, c'est justement une question que je voulais te poser. Et c'est une transition qui est toute trouvée. C'est que j'ai vu effectivement sur ton site, et contrairement à d'autres wedding planners, que toi, tu mets beaucoup en avant, enfin, que le mariage, ça fait partie d'une de tes prestations et que au même niveau, tu mets euh, tout ce qui est événements, effectivement, EVJF, EVG, anniversaire, séminaire, même baptême aussi hein, pour les enfants. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, du coup, est-ce que c'est un axe de différenciation voulu ou est-ce que c'est vraiment parce que dès le début, tu as eu des demandes aussi pour ces autres prestations et que tu t'es dit que tu allais les ajouter sur ton site avec, Alors, avec le reste? c'est quelque chose qui était voulu de ma part, pas spécialement pour me différencier des autres wedding planners en France. C'était vraiment plutôt parce que j'ai commencé là-dedans, ça fait une dizaine d'années que j'organise les anniversaires de tous mes proches tout le temps, que je coordonne un petit peu tous les prestataires, que ce soit les traiteurs, la déco, ou moi qui fais la déco. Enfin, donc, je me suis dit, si je le fais dans la vie de tous les jours, je peux aussi le proposer en prestation. Et je me suis aussi dit que les mariages, c'était très bien pour la saisonnalité un petit peu printanière et estivale, mais que tout le reste de l'année, il fallait aussi que je puisse bosser et sortir des projets, quoi. Donc, les baptêmes ne se faisant pas toujours l'été, les anniversaires, les séminaires, les enterrements de vie de jeunes filles, de jeunes garçons, etc., ça me permet aussi d'avoir un vrai revenu sur le restant de l'année et d'avoir du travail, quoi. Que je puisse un petit peu le condenser sur une année complète. Et même si tu n'as pas trop de recul là, à l'heure actuelle, tu dirais que ça représente quel pourcentage de ton activité, le mariage versus toutes les autres prestations? Je dirais 30%, 30 à 40% du reste et 60 ou 70% pour le mariage. D'accord, donc le mariage reste quand même prédominant. Après, j'imagine aussi que c'est des prestations Ah à oui, assez forte valeur ajoutée. Donc, voilà, c'est ce que j'allais forcément, en vous termes dire. de chiffre d'affaires, t'en fais, t'en fais peut-être moins d'un point de vue nombre, mais d'un point de vue chiffre d'affaires, j'imagine que ça doit être beaucoup plus que c'est vrai un EVG Voilà, ou un baptême. Ok. on est sur une formule qui est 10 fois plus élevée sur un mariage que sur un anniversaire ou sur une baby shower ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, c'est sûr que Hmm. ouais, on n'est pas dans les mêmes tarifs. Bon, après, c'est vrai, parce que ça permet, toi, de ne pas mettre aussi tous tes œufs dans le même panier. Ça permet aussi de diversifier ton offre et puis, comme tu l'as dit, d'avoir des revenus qui viennent hors saison. Et là, les gens, ils te trouvent comment quand c'est pour du séminaire, par exemple? Ils t'ont trouvé via ton Par site le site internet? internet. Ouais. Ouais, par le site. Bah, c'est vrai qu'on en revient souvent au site. Là, dans les deux derniers épisodes, on a beaucoup parlé de référencement naturel d'ailleurs. Et puis justement, bah, toi, c'est vrai que tu es parmi celles qui le met bien en avant. Donc peut-être que ça doit jouer aussi du fait que tu reçoives des demandes. Et puis tu as un site, c'est vrai, qui est plutôt bien foutu. Donc c'est bien. Euh, ok, donc séminaire. Donc là, c'est pour les entreprises. Bon, après, j'imagine que les séminaires, ça peut être aussi sympa en termes de chiffre d'affaires.
C'est sympa, mais c'est surtout hyper intéressant parce qu'on vraiment on part sur des villages vacances, on part sur il y en a même qui souhaitent des châteaux où ils font venir aussi leur famille. Enfin, vraiment, on est sur un panel qui est vraiment diversifié et vraiment, moi, je trouve ça vraiment très très chouette. Et bien sûr, avec le Covid, les séminaires, bah, ça a été un petit peu, ça a repris depuis quelques temps, mais pendant un moment, ça a été vraiment en stand-by et bien plus que les mariages parce que c'est vrai que les entreprises avaient beaucoup moins l'envie de soit déroger la règle, soit de faire un mariage en petit comité, etc., ou de mettre des employés sur le côté. Ils étaient obligés d'avoir les employés de la boîte et pas de choisir comme sur les mariages où il y avait les jauges encore. Donc ça, je dirais que les séminaires, ça a été bien plus impacté que les mariages encore. Après, j'ai l'impression, et c'est mon ressenti, mais c'est pas que le mien, que depuis la fin du confinement, sachant que les entreprises sont maintenant beaucoup en télétravail, il y en a de plus en plus qui veulent organiser justement des séminaires, histoire de faire en sorte que tous les employés puissent se retrouver, puissent se voir, alors que maintenant, il y a beaucoup de relations en entreprise qui se font à distance, qui se font en visio, et donc j'ai l'impression que le séminaire revient en force, avec peut-être même des séminaires un petit peu plus longs, dans des endroits un peu plus reculés, sur quelques jours, une semaine, histoire que toute la boîte vraiment se retrouve lorsqu'on passe la majeure partie de son temps en télétravail et que tout le monde ne peut pas se voir, quoi. Ouais, Est-ce c'est que toi, clair c'est que quelque chose que tu ressens aussi de ton côté? oui, puis la plupart en tout cas, ce sont des boîtes qui sont un peu dispatchées dans plusieurs départements, voire plusieurs régions. Et effectivement, avec le Covid, les nouveaux contrats, il y en a qui ont eu des nouveaux employés entre-temps, etc. Ben, pour créer un lien social et un lien qui dépasse un peu le professionnel, ils font des séminaires. Mais du coup, ce qui est chouette, c'est qu'ils font des séminaires, mais ils demandent des organisations d'activités, des temps un petit peu plus cool pour les employés. Donc, c'est vrai que là, mes prestations, elles sont vraiment plus élargies parce qu'on n'est pas juste sur une recherche de domaine et avec une restauration. Quoi. On est vraiment là sur une recherche d'activité, une recherche un petit peu des fois de bien-être, etc. Donc, je te rejoins carrément là-dessus. Quoi. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser? Puisque j'imagine que l'inconvénient quand on fait ça, c'est qu'on doit switcher de l'organisation d'un baptême, d'un EVG, d'un séminaire à un mariage. Donc avec des choses qui sont... C'est des prestations qui sont quand même un petit peu différentes. Tu vas t'adresser à soit des entreprises ou soit des couples parfois. Est-ce que c'est pas trop compliqué de switcher d'un coup entre un couple, entre une entreprise, etc., entre différents types de prestations? Alors, enfin, il y a un moment, je me suis posé la question en me disant, mais par exemple, j'ai trois Aurélie que j'accompagne cette année sur des mariages. Je me suis dit, mof, je vais finir par me perdre et me tromper. Et au final, eh ben, il y a tellement de... Enfin, je trouve que le lien avec mes clients, il se fait facilement et on traverse vite le chemin du professionnel pour aller sur le côté un peu perso. Et au final, bon, je trouve que c'est pas compliqué parce que le nombre de temps que je passe au téléphone avec mes clients ou le nombre de conversations qu'on a à la semaine, les liens sont différents avec chacun et chacune. Et du coup, je sais qui est qui, je sais qui veut quoi, je sais à quelle heure il demande quoi. Et c'est vrai que non, pour le moment, je n'ai pas trop été impactée par cette difficulté, mais à un moment donné, je me suis posé la question quand j'ai vu que plusieurs mariages avec le même prénom s'enchaînaient. Je me suis dit, je vais me louper, c'est sûr. Et au final, ben, pas du tout. Les liens se sont faits naturellement et humainement, et je sais vraiment à qui j'ai affaire à chaque fois. Et tu m'as parlé là donc de ton site qui te permettait aussi de générer des clients. Comment est-ce que tu trouves tes clients? Sinon, est-ce que c'est 100% en ligne avec ton site, avec tes réseaux? Ou est-ce que tu as d'autres moyens pour aller chercher des clients du coup? Eh bien, c'est vrai que c'est un petit peu scindé en plusieurs parties. Et comme je vous disais là sur le site, je trouve que ça touche vraiment plus les enterrements de vie de jeunes filles et de jeunes garçons, de séminaires et de baptêmes. Et sur Instagram, je suis vraiment contactée pour des baby showers, gender reveal parties, des anniversaires un petit peu d'enfants et des mariages aussi. Mais j'ai pas tellement fait de com à proprement parler pour trouver des clients. Pour le moment, je m'étais laissé un laps de temps là, pour me dire, bon, ben, on va attendre qu'ils viennent à moi s'ils en ont besoin. Par contre, j'ai exposé au salon du mariage à Clermont-Ferrand il y a un mois et ça m'a permis de faire pas mal de rencontres qui ont débouché sur des contrats derrière. Donc ça a été cool et c'est peut-être le seul moment où j'ai provoqué, entre guillemets,
ma chance pour pouvoir avoir de nouveaux clients. Mais au-delà de ça, j'avais vraiment fait avec les demandes que j'avais. D'accord, donc les salons du mariage, ça marche encore. Enfin, ça Bah, marche celui-là, encore. en tout Ça cas, marche a bien toujours, je veux marché. dire. Ouais, Surtout celui-là, Clermont-Ferrand, on peut se dire que c'est un petit salon. Non, je sais pas, je connais pas le salon de Clermont-Ferrand, ben, mais ils ont fait quand même environ 900 entrées. Donc, c'est un petit salon, c'est un beau lieu, mais ça a permis quand même à 900 personnes de rentrer, de payer leur place pour venir voir des prestataires de mariage. Alors, forcément, je n'ai pas décroché 900 contrats, on est bien d'accord, mais j'ai pu rentrer dans les clous, c'est-à-dire que je me suis remboursé les frais que j'avais investis dans le salon, que ce soit en stand, en déco, et plus 3 contrats. Donc, c'était valorisant et c'était vraiment, moi, je recommande pour les autres wedding planners parce que ça apporte toujours une visibilité, quoi qu'il arrive. ouais, surtout que moi j'avais fait le salon du mariage à Paris, je crois que maintenant ça fait 2 ans, et c'est vrai que sur ces gros salons, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de monde. Après, l'inconvénient, c'est que forcément il y a beaucoup de prestataires et on se retrouve avec 3, 4, voire plus euh, bah, prestataires qui font exactement la même chose que soi. Donc toi, tu étais peut-être l'une des seules ou la seule à Clermont-Ferrand, ce Non, qui fait que derrière, on a peut-être un peu plus de chances de sortir du lot, quoi. du tout. On était 3 wedding Ah planners. bah tu vois, tu me fais mentir. 3 wedding planners. Mais après, c'est ce que je disais un petit peu à mes consoeurs quand on a discuté à l'issue de ce salon. Moi, je pars du principe qu'il y a du travail pour tout le Mm. monde et que les liens ne sont pas les mêmes avec tous les clients. Et les clients, ils doivent vraiment choisir la personne avec qui ils sont le plus à l'aise. Et pour ma part, là, ça fait pas 10 ans que je suis installée, on est bien d'accord, mais il n'empêche que je trouve que les clients, ils partent avec les personnes, que ce soit les prestataires en règle générale ou les wedding planners, ils partent avec les planners avec qui ils ont eu le plus de feeling. Donc là, ils ont pu en voir 4 et 3 ou 4, et du coup, ils se sont dit, je pars seule là, voilà, ça passe plus. Et je trouve que ça leur laisse un choix qui est plutôt cool. Ouais, ouais, c'est souvent ce qu'on dit. C'est vrai que bon, il y a l'expérience, il y a le type de mariage que l'on organise, mais il y a aussi et surtout la personnalité, hein, de la wedding planner qui fait beaucoup dans le fait que tu vas ou pas signer le contrat. Tu m'as dit que tu avais eu donc 2 jeunes enfants là, ces 2 dernières années. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser et jongler entre ta vie perso, ton entreprise? Est-ce que tu as mis en place, je ne sais pas moi, des routines ou des modes de fonctionnement comme ça qui te permettent d'être plus productive? Alors, c'est de l'organisation, hein. 2 enfants ou même un, en règle générale, c'est de l'organisation. 2 enfants plus une société, une maison, c'est de l'organisation, mais c'est mon métier. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive un petit peu à gérer sans trop de difficultés. Cependant, effectivement, j'ai engagé une assistante maternelle où mes enfants vont 4 jours plein par semaine. Moi, je les ai avec moi le mercredi, le jour des enfants, et sur le week-end et les soirs, parce que la plupart de mes rendez-vous avec mes clients sont le soir quand ils sortent du travail. J'ai la chance d'avoir un mari qui s'occupe bien de mes enfants et qui arrive à être disponible quand j'en ai besoin, qui arrive à jongler sur son emploi du temps aussi, pro et perso, pour pouvoir un petit peu me seconder. Donc, c'est vrai que voilà, c'est comme ça que je m'organise. Il y a des moments, c'est un peu compliqué quand ils sont malades, etc. Mais voilà, comme toutes les mamans, j'imagine, eh ben, on fait avec, on compose avec, et puis voilà. Et pour les week-ends, tu arrives aussi à bien t'organiser? Est-ce que tu travailles avec d'autres wedding planners, avec des assistantes pour t'aider à organiser les jours J? Alors, les jours J, je suis la plupart du temps toute seule. J'ai eu des demandes de temps en temps de stages, un petit peu, des stages un peu formels, d'autres un peu moins formels, c'est-à-dire c'est des élèves que j'avais pu avoir au collège qui m'ont demandé de les prendre sur des journées de mariage pour voir un petit peu ce que c'est que le métier. C'est des choses que je fais également pour pouvoir un petit peu leur montrer ce que c'est. Mais de base, moi, je travaille pour le moment toute seule. Et sur les week-ends, pareil, hein, c'est mon mari ou ma sœur qui gère mes enfants de manière à ce que je sois à 100% sur le mariage ou l'événement que j'organise à ce moment-là. Est-ce que tu as déjà eu là, des doutes, du coup, depuis que tu t'es lancé? Est-ce que tu suis un peu là, le chemin que tu t'étais fixé? Est-ce que d'ailleurs tu avais des objectifs? Est-ce que tu avais fait un business model au moment où tu t'es lancé?
Parce que bon, c'est vrai que c'est encore assez récent. J'ai pas eu beaucoup de wedding planners qui s'étaient lancés en fait si tôt, qui avaient en fait si peu d'ancienneté. Donc, comment est-ce que tu, comment est-ce que tu te situes là? Est-ce que tu es dans les objectifs? Est-ce que tu t'en es fixé? Alors, je m'étais fixé un objectif, c'est-à-dire de me tirer un salaire au minimum SMICAL tous les mois. Ok. Sur la première année où j'étais à 100% dedans, hein, pas l'année où j'étais en train d'accoucher ou des choses comme ça. Vraiment, sur l'année où j'étais à 100% dedans, je m'étais fixé ça. Et bien là, ça a été un objectif qui a été validé parce que du coup, c'est ce que j'ai pu faire au minima cette année. Cependant, voilà, si j'avais pas eu les séminaires, les enterrements de vie de garçon, de jeunes filles, enfin les baptêmes, etc., je serais pas tombée dans mes clous, quoi. D'accord, donc au Donc, final, c'est un objectif qui est 100% rempli pour l'instant. pour cette année, c'est le cas. Et tu t'es fixé quoi alors là, comme objectif pour l'année prochaine? Est-ce que c'est pareil, c'est un objectif de salaire que tu te fixes ou c'est autre chose? Et ben, je me fixe pas vraiment un objectif de mariage parce que ben, vu que, comme tous les weddings, j'imagine, on a plusieurs formules, des formules qui avoisinent les 1 000 euros pour simplement une coordination du jour J, et après une formule qui est vraiment plus grande pour une prestation de A à Z sur un an et demi. Je peux pas me fixer 4 mariages parce que si c'est 4 mariages avec seulement de la coordination du jour J, c'est pas la même chose qu'un des mariages avec une formule vraiment plus grande où là on est dans la gestion complète et intégrale d'un mariage, quoi. Donc je me fixe pas des mariages, je me fixe plutôt des salaires. Et pour l'année prochaine, j'espère faire. Je m'étais dit que j'aimerais bien faire plus. Après, là, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé sur la valeur d'un SMIC au moins tous les mois parce que je l'ai dépassé déjà depuis quelques mois. Mais n'empêche que oula, on va toucher du bois pendant un petit moment et puis on va espérer faire toujours mieux les autres années. Mais en tout cas voilà, c'est très aléatoire d'une année à l'autre, je le sais bien. Et puis tout est toujours un petit peu différent en fonction des clients et on n'est toujours pas à l'abri de cette pandémie liée à la Covid. Donc voilà, je vais rester prudente et puis pour le moment, ça roule pour moi, donc pourvu que ça dure. Et c'est quoi, toi, le conseil que tu recommanderais si jamais demain il y avait une future wedding planner qui te contactait et qui te demandait voilà, quelques conseils vraiment principaux quand on veut, parce que quelque part, se sortir un salaire dès la première année, surtout dans une période comme ça, c'est déjà très beau et c'est pas donné à tout le monde. Donc, qu'est-ce que, enfin, quelles sont selon toi les deux, trois choses qui ont participé vraiment au fait que tu as pu comme ça te verser des salaires aussi vite suite au lancement de ton activité? Euh, En premier lieu, je pense que je dirais à ma future consoeur qu'il ne faut pas qu'elle se bloque à un type de mariage ou à un type de prestation du coup, parce que je sais qu'au début, on a plein d'a priori. Moi, je veux faire des gros mariages, je veux faire ci, je veux faire ça. Je pense que tout est bon à prendre, que ce soit pour une expérience de vie, pour une expérience professionnelle ou pour une expérience humaine. Et je sais que j'ai déjà entendu des consoeurs dire oh, moi ça m'intéresse bof, la coordination du jour J, parce que du coup c'est un petit revenu et je préfère me laisser la date de livre pour avoir une prestation de A à Z, ça rapporte quasi 3 à 4 fois plus. Et moi, le fait que que j'ai pas attendu d'avoir des grosses formules de choisi, ça m'a permis de bloquer pas mal de dates au final et d'avoir une certitude. Parce que peut-être qu'à la fin, je me dis que si on les refuse en attendant d'avoir mieux, on ne sait pas si le mieux débouchera forcément sur quelque chose. Donc, je pense que je dirais d'abord de ne rien refuser, même si ça ne correspond pas à l'image qu'on avait du métier ou l'image qu'on veut donner à notre société. Et peut-être de diversifier aussi en cérémonie laïque, en baptême, etc., pour pouvoir proposer à plusieurs types de clients, plusieurs types de prestations. Je pense que ce seraient vraiment les conseils que je donnerais pour démarrer et pour pouvoir un petit peu s'ouvrir à tout. C'est ça, c'est varier l'échantillon de prestations que tu peux proposer, parce que quelque part, c'est vrai, hein, et puis je pense que toi, tu en es l'exemple vraiment, euh, l'exemple parfait, c'est-à-dire que, alors tu n'as pas fait que des mariages, parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à trop se concentrer sur les mariages, alors qu'en plus, les mariages, on est assez limité, il n'y a pas non plus, enfin, il y a un nombre,
limité de mariages chaque année en France, hein, on ne peut pas aller au-delà. Et puis derrière, c'est vrai que les séminaires et ce genre de prestations, ça a le vent en poupe, hein, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, et puis ça peut permettre toi de diversifier, d'avoir plus de clients aussi qui sont différents. Et puis au final, faire plein de petites prestations, c'est vrai, hein, enfin, c'est ce que tu as dit, ça permet de limiter les risques au lieu de vouloir deux, trois grosses prestations qui peuvent être comme ça. En plus, ça peut mal se passer, ça peut s'annuler au dernier moment. Donc ouais, c'est vraiment une bonne stratégie. Et puis au final, c'est des petites graines que tu plantes et surtout toutes les petites prestations entre guillemets que tu fais vont demain pouvoir peut-être en amener d'autres un petit peu plus grosses avec du bouche à oreille, etc., quoi. Donc Ouais, tout c'est à vrai que fait. ça aussi, ça c'est bon à savoir et surtout que dans des prestations, par exemple comme un baptême ou comme un séminaire, tu peux avoir derrière des recommandations ou des gens qui viennent à ces séminaires, à ces baptêmes qui vont t'embaucher derrière pour leur mariage ou, voilà, ou pour d'autres événements. Donc c'est vrai que c'est une bonne stratégie, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, ça marche, on le voit. Bon, c'est top. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter dans les conseils? Non, après, c'est vrai, enfin, marcher au feeling forcément, mais vraiment s'ouvrir un peu l'esprit, ne pas se dire, voilà, quoi, ça, c'est pas ma came, voilà, c'est pas un mariage que je souhaite organiser, je le fais pas. Moi, je trouve que c'est trop dommage parce que derrière, enfin, il y a une expérience humaine derrière, et puis il y a toujours des gens qu'on va rencontrer qui vont peut-être nous apporter soit du bien-être en discutant, soit peut-être en parler à sa fille qui, elle, va peut-être se marier l'année prochaine. Enfin, voilà, moi, je suis vraiment pas dans le refus d'une quelconque prestation pour ce genre pour me freiner à des mariages types que je vais organiser. Et avec le temps maintenant, avec l'expérience là que tu t'es créée, est-ce que là, tu dirais qu'il y a des événements, qu'il y a des types de mariages ou des types d'événements que tu n'as plus envie de faire? Parce que c'est bien, c'est vrai, de vouloir s'ouvrir quand on démarre, mais à un moment donné, on veut peut-être aussi se spécialiser. Il y a peut-être aussi des prestations sur lesquelles on est moins doué, qu'on aime moins. Est-ce que toi, tu es encore dans cet état d'esprit à vraiment aller sur n'importe quelle prestation ou est-ce que déjà tu as mis enfin, t'as mis des stops sur quelques types de mariages ou certains types de prestations? Non, 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 j'ai pas mis de stop. Après, j'ai mis vraiment des doutes depuis quelques temps sur les enterrements de vie de jeunes filles et de jeunes garçons, parce que c'est des prestations sur lesquelles je ne suis pas présente. Je les laisse forcément entre elles ou entre eux, et c'est beaucoup de travail en amont. Et c'est difficile de trouver, comment dire, une formule qui leur convient, parce qu'ils peuvent me dire non autant de fois qu'ils veulent, mais à chaque fois, moi, je vais avoir du travail derrière. Et je ne peux pas leur dire, au bout de trois refus de votre part sur le domaine ou sur les activités, j'arrête. Là, c'est compliqué parce qu'il y a des enterrements de vie de jeunes filles qui vont prendre un certain temps de travail qui va être optimal concernant la prestation que je propose et du coup le tarif que je vais avoir. Et puis, il y en a d'autres qui vont me demander un travail qui va aller du double au triple parce que du coup, les gens n'ont pas tous les mêmes exigences. Et là, c'est vrai que là-dessus, je réfléchis un petit peu à procéder différemment parce qu'il y a des moments où je perds énormément, énormément de temps pour pouvoir satisfaire mes clients, quoi. Ouais, c'est des prestations qui sont sûrement assez dures à chiffrer, puisqu'en plus, c'est pas des prestations Exactement. que tu chiffres cher. C'est vrai qu'en plus, quand on a un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, en plus, il y a les autres participants à prendre en compte, qui n'ont peut-être pas des gros budgets. Et puis toi, c'est vrai que ça peut te demander beaucoup de temps. C'est quoi les options auxquelles tu as réfléchi pour pallier à ce problème? Eh ben, à ce que tout d'abord, elles me disent, ou ils me disent, on aime ce genre une activité culturelle, une activité ou une visite historique, vraiment pas me lâcher dans la nature en me disant, vas-y, dites-nous ce que vous proposez et vous nous direz, parce que selon le lieu, moi, je connais pas toujours tous les prestataires parce qu'il y a forcément des zones géographiques ciblées qui sont vraiment avec qui je travaille plus, euh, plus souvent, donc je connais les prestataires, mais il y en a d'autres que je ne connais pas, donc le temps de les apprendre à les connaître, d'être sûr de la qualité du prestataire que je vais proposer. C'est un petit peu parfois un petit peu compliqué, mais là je me dis que s'ils me donnent d'abord une ligne directrice avec trois activités, une bien-être, une détente, une un peu activité aquatique, une sensation forte, une activité historique, je saurais sur quoi pallier. Mais c'est vrai que de base, quand ils m'engagent, c'est qu'ils n'ont aucune idée et qu'ils sont vraiment d'idées pour réserver. Donc c'est vrai que du coup là pour le moment je suis en réflexion parce que
Il y en a certains, si je leur dis, dites-moi ce que vous aimez, ils vont me dire, non, c'est à vous de nous dire, parce que du coup, nous, on est perdus. Et s'il y en a d'autres à qui je demande, ils vont m'aiguiller. Là, ça va aller direct, mais il faut que je réfléchisse là, pour le moment. Après, tu as peut-être aussi l'option de faire des packs qui sont déjà préétablis avec X nombre d'activités, une sport, une détente, etc. Et puis faire des packs en fonction. Ouais, c'est vrai que je me mets à ta place. C'est assez compliqué, c'est assez complexe. Surtout que oui, quand on s'adresse à des gens qui mettent tous leurs objets, enfin qui te donnent la clé du camion, entre guillemets, qui t'aident pas du tout. Parce que c'est vrai que plus le client plus le client bosse, généralement, et puis moins toi, ça te crée de travail et plus c'est simple à organiser. Mais il y en a C'est forcément surtout qui que veulent ne rien faire. quand c'est un groupe comme ça qui organise et que c'est pas une seule personne, il y a des moments ils vont me dire oui, on peut partir sur ce type d'activité, puis après dire j'ai vu avec l'autre témoin, elle est pas du tout chaud, il faudrait voir pour autre chose. Et donc effectivement des gestions comme ça d'enterrement de vie de jeune fille ou de garçon où il y a toujours un groupe d'une dizaine de personnes. Ils ne sont pas d'accord sur le budget, ils ne sont pas d'accord sur les activités. Alors là, ça fait plusieurs fois que par mail, je dis mettez-vous d'accord sur un budget et sur un type d'activité et un lieu, parce que des fois, ils vont me dire le lieu comme vous voulez, donc je peux proposer des lieux, puis ils vont me dire finalement pas trop. Donc du coup, je préfère vraiment, je pense que maintenant, je vais vraiment leur dire ayez une idée générale quand même, parce que, et mettez-vous d'accord, parce que le temps où ils se mettent d'accord, etc., je travaille. Ouais, ça n'a pas être très simple. Bon, après, toi, tu auras l'habitude et puis tu auras, oui, avec l'habitude, avec le temps et après, je pense que tu en es organisé plein. Tu sauras peut-être, je pense, beaucoup plus rapidement où est-ce que tu peux emmener les gens, etc., etc., quoi. Un peu comme un professeur qui fait son programme la première Ouais. année et après, c'est un peu plus simple, entre guillemets, puisque tu as, voilà, parce que tu as déjà l'expérience de l'avoir fait plusieurs fois et après, c'est les mêmes, au final, c'est les mêmes schémas qui se répètent, quoi. J'imagine, hein. Après, Mais les profs, ils sont aiguillés, ils ont ils ont quand même je sais pas moi, des choses à voir, des choses à voir dans cette discipline, des choses à voir pour ces années-là, d'autres. Là, il y en a vraiment, ils ont vraiment des idées différentes de l'enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon, puis il n'y a pas toujours les mêmes âges et les mêmes particularités. Donc, c'est vrai qu'on est là-dessus. Là, j'ai mis des doutes. Il faudrait que je retravaille un peu là-dessus. Mais j'attends la fin de ma saison des mariages qui se termine ce week-end. Et pour un petit peu retravailler tout ça en termes d'enterrement de vie de garçon et de jeune fille. Parce que j'avoue que là, pour le moment, je suis un petit peu. Je me dis faut que je trouve quelque chose d'un peu plus adapté, plus efficace. on va passer sur le dernier segment du podcast, si tu veux bien, où je pose toujours les mêmes questions à tous les invités. La première que j'aurais à te poser, c'est est-ce que tu entends des mauvais conseils dans le domaine de l'organisation de mariage ou dans l'organisation de baptême ou dans les autres événements que tu organises, des sortes d'idées reçues avec lesquelles tu n'es pas du tout d'accord? Ah oui, je pense qu'on est un métier vraiment qui n'est pas encore assez, je dirais pas développé en France, mais qui vraiment est sujet à beaucoup d'idées reçues. Le wedding planning est encore trop perçu comme c'est un luxe qu'on ne peut pas se payer, c'est vraiment hors budget. Alors, je suis consciente que c'est un prestataire de plus, donc forcément un budget de plus, mais je pense que les gens ne sont pas encore tout à fait conscients du fait que on leur fait gagner énormément de temps, énormément d'énergie et que tout ce travail administratif et secrétarial dont on s'occupe de gestion, de négociation des devis, de renvoi de mails, de renvoi de moodboard, de renvoi de mise à jour de planning organisationnel du jour J ou annuel, je pense qu'ils n'en sont pas encore tout à fait conscients et que la société française s'américanise un petit peu, mais là-dessus, il manque un petit peu il en manque un petit peu encore, pour moi en tout cas. Mais au final, à la fin, quand le mariage est organisé, les mariés me disent toujours que ça n'aurait pas été pareil sans un wedding planner et que ça aurait été complètement différent s'ils avaient dû tout gérer en termes. Ils y auraient laissé beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc voilà, je pense que le premier pas, selon moi, c'est vraiment de se dire oui, c'est un budget, mais c'est un budget. Enfin, quel est le rapport entre guillemets qualité-prix, la qualité qu'ils vont avoir en vie de famille ou en temps chez eux et la qualité qu'ils vont avoir en tant qu'énergie à pas débourser en regardant tous les mails, en les négociant, etc., etc.
Et les échos aussi que tu as eu sur le salon, là, quand tu étais à Clermont-Ferrand, est-ce que tu as eu comme ça des retours de potentiels clients qui t'ont dit tout ça, que c'était enfin, que c'était trop cher, qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt, etc. Ou est-ce que c'était pas du tout Alors, je pense que l'atmosphère et la mentalité des gens? les gens qui sont venus avaient déjà dans l'idée de se faire aider. Je pense, parce que sinon, sinon j'imagine qu'ils ne sont pas allés voir les wedding planners, mais il y en a d'autres avec qui j'ai pu parler sur un autre stand, le stand d'une consoeur traiteur, ou voilà, en allant dire bonjour, juste voilà, et en discutant, ils m'ont dit: oh, mais c'est pas pour nous, c'est trop cher, mais on ne sait pas par où commencer. Donc c'est là, à ce moment-là, que je propose des accompagnements un peu plus personnalisés pour sortir un petit peu des formules que je propose qui sont plus figées. Et là, bah, au final, ils se sont rendus compte que ça pouvait être un gain de temps. Et bah, aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est tous dans le même, enfin, dans le même chemin avec tous les wedding planners en se disant, ben, c'est vrai qu'on est un prestataire à part entière, qu'on se place un petit peu en chef d'orchestre de tous les prestataires le jour J, mais que voilà, il faut que c'est plutôt une prise de conscience humaine, je dirais, pour les gens, les futurs mariés, pour se dire, bon, ben, voilà, on peut déléguer. Et ça, c'est ce qui nous amène à un deuxième point des idées reçues, qu'ils veulent garder le contrôle et qu'ils se disent, on ne veut pas que quelqu'un d'autre organise le mariage à notre place. Et c'est là où on intervient en disant, mais en fait, c'est vous qui gérez, nous, on s'occupe juste de vous proposer et de, si vous voulez, de trier les prestataires qui vous correspondraient le mieux. Et derrière, vous gagnez simplement du temps à ne pas aller voir une dizaine de prestataires avant de trouver un prestataire qui vous correspondra en termes de tarifs ou en termes de feeling, quoi. Voilà. Mais oui, Est-ce est-ce que dans le quotidien, il y a des outils, il y a des objets dont tu pourrais te passer dans ton travail quotidien de wedding planner? ah bah, comme tu as pu le voir, moi, l'informatique, pour le moment, c'est pas, c'est pas foufou. Je suis pas très, très douée ouais, en community management, tout ça. Donc, moi, je travaille avec des pochettes. Enfin, j'ai des pochettes pour chaque client. Dedans, j'ai tout qui est regroupé. J'ai le contrat, j'ai les mots que je me note à chaque fois à l'issue de chaque conversation téléphonique, leur mail que j'imprime, parce que je ne sais pas, j'ai pas confiance en tout ce qui est informatique. Je me dis que si un jour ça plante, ça peut très vite me mettre un petit peu dans l'embarras. Donc, même si je travaille, j'ai des boîtes mail, j'ai une boîte mail pro avec des libellés pour chacun de mes mariages ou chacune de mes prestations, j'imprime toujours tout à côté. Comme ça, j'ai toujours une sécurité derrière parce qu'on ne sait jamais. Bon, c'est pas Donc, très ouais, écolo, mais au moins ça a le mérite d'avoir voilà, d'avoir deux ça endroits où tu stockes l'info, quoi. ça ne l'est pas du tout, mais si un jour je ne suis pas à l'abri que mon PC plante ou que, ben, je ne sais pas, tout ne passe pas toujours par mail aussi, hein. Il y a des fichiers qui sont pas du tout sur les mails, donc je me dis qu'il vaut mieux que j'ai gardé une trace papier parce que, voilà. Yep. Voilà, je fais attention au plan, enfin, je prépare le plan B, C, D si le plan A, il est pas opérationnel, quoi. Ok, donc toi, tu es plus sur un carnet et un crayon plutôt qu'un Google Doc, quoi. Carrément. Mais je Oui. travaille tout sur Word, Excel, etc. Mais c'est vrai que je les garde bien précieusement sur mon PC, tablette, etc. Mais je les imprime quand même au cas où. Quelle est selon toi la grande tendance mariage des années à venir? Je crois que c'est les mariages en petit comité. Je Les crois que mariages en le petit Covid comité. a fait beaucoup de choses et a fait aussi du tri dans la vie des gens. Et je sais pas, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de demandes ou même de projets, hein, que ce soit dans des shootings d'inspiration, des choses comme ça. Il y en a beaucoup qui me disent, on ferait pas un shooting en petit comité, des choses comme ça pour montrer que... Et puis au final, je pense que l'avenir est là, que les gens savent un peu sur qui compter, savent qui est proche d'eux, qui ne l'est pas, et que maintenant, je pense que les gens savent dire non à la famille, la tante de l'oncle, du tonton Isidore, parce il faut l'inviter parce que maman, ça lui tient à cœur. Je pense que les gens savent de plus en plus dire non. On préfère faire un truc en plus petit comité et vraiment se faire plaisir sur d'autres choses parce que ben, qui dit mariage en petit comité dit forcément un panel un peu plus ouvert en termes de plaisir ou de budget parce que ben, un traiteur pour 150 ou 200 personnes, le budget traiteur, qui est selon moi le premier budget sur un mariage, ben, c'est pas la même chose quand on doit nourrir et restaurer une trentaine d'invités, quoi.
C'est peut-être aussi parce que la génération actuelle qui se marie est moins dans la tradition, c'est les parents qui payent une partie des mariages et donc on se sent un peu obligé d'aller inviter l'ami ou l'oncle de ses parents alors qu'on n'a aucun, aucun lien avec eux. Peut-être que ça aussi, ça change d'où vient vraiment le budget du mariage. Peut-être que maintenant, c'est les mariés qui payent tout le mariage et les parents sont moins impliqués d'un point de vue budget. Moi c'est ce dont... Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Ouais, je te rejoins. Je pense que la conjoncture actuelle a fait que les gens ont vraiment plus envie de se marier avec, je, je schématise, mais des potes pour bien s'amuser, faire une bonne soirée et vraiment pas devoir mettre un petit peu les musiques pour les personnes les plus âgées ou devoir un petit peu faire attention à ci, à ça parce il y a la mamie et puis il y a la sœur qui est dans la mamie qui va tiquer là-dessus. Enfin, je pense que là, les gens, ils sont vraiment dans l'optique de se faire plaisir eux. Et derrière, après, si les gens, ça leur fait plaisir de les voir eux bien, c'est ce qui compte. Tandis que c'est vrai qu'il y a quelques années, je pense qu'on était vraiment plus dans oui, c'est maman et papa qui payent le traiteur, donc on est obligé d'attabler 10, 15, 20 personnes de plus, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour ces prochaines années de ta jeune Que entreprise? en premier lieu, que le Covid reste tout loin de nous. Et puis, me souhaiter de pouvoir continuer d'accompagner des mariés à organiser un des plus beaux jours de leur vie. Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs, si on veut faire appel à tes services ou voir toutes les prestations que tu as déjà réalisées? Alors, sur mon site internet, c'est à jour, donc on peut aller voir un petit peu sur le site. Régulièrement, je fais mettre un petit peu à celle qui s'occupe de mon site internet des photos à jour. Et donc ton site, c'est l'eau et l'eauetlavieenrose.com, ouais, c'est ça. J'ai le voilà, site sous les yeux, on mettra ça dans les notes de l'épisode avec, j'imagine, peut-être ton compte Insta, là où tu postes les dernières photos de tes mariages. Je travaille bien plus sur Insta, mais c'est vrai que voilà, j'ai une graphiste qui s'en occupe. D'ailleurs, un petit coucou à Bérangère, qui a une agence de com et qui m'aide vachement là-dedans. Et puis voilà, après sur Instagram, ça c'est un outil que je maîtrise pour le moment à peu près bien toute seule. Mais bon. D'accord, donc en fait, toi, pour tout ta com site, c'est une prestataire qui s'en occupe pour toi, c'est ça? Le site internet, tout à fait, ouais. Ok, ouais, ça se voit en tout cas. Bon, après, je dis pas que tu n'aurais pas pu faire ça toute seule, mais en tout cas, ça se voit que c'est Non, une professionnelle. moi, je te dis, je n'aurais pas pu faire ça toute seule. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, Laura. On te souhaite vraiment tout le meilleur pour cette fin d'année, là, parce qu'on enregistre au mois de novembre 2021. Là, déjà la fin d'année. Écoute, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous parler de ton activité. Puis, je te dis à une prochaine sur le podcast. Avec grand plaisir et puis bonne continuation à vous dans cette idée que je trouve très novatrice. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Salut. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, j'espère qu'il t'aura plu. Pour nous pousser à continuer l'aventure et à diffuser notre message à toujours plus de personnes, nous avons besoin de ta contribution. Pour cela, il te suffit de prendre 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de nous laisser ton avis sur le podcast et 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça nous aidera beaucoup. Et enfin, n'oublie pas, si tu es wedding planner, tu as encore la possibilité de créer gratuitement ton compte sur planners.fr. Profites-en vite avant que l'accès ne devienne payant. Et quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.